D'accord, je suis en médiathèque. Le temps est diffusé, c'est genre un problème. Tu m'entends? Tu m'entends pas. C'est PC parce qu'on a renouvelé doucement. Le Windows. Il a un problème quand ils ont... Non, qui est sur la droite. Oui, Layada. D'accord. Tu lances. Dis-le mot de plein écran. Alors, je trouve la barre inférieure. Tu trouves la barre inférieure. هذه خلاص دوك نحيها هذه. Je peux l'enlever. Ça te pas. Normalement, كيف تتنحى هذه؟ Normalement, يقول لك enlever. اللي في المود هكذا. لا سي بون هكذا. سي بون. هذيك تروح. شوفي. Voici le caractère, tu commences. Je vais parler aux étudiants. Tu m'appelles, tu me bipes. Non, qui nous c'est le caractère, tu commences. Parce que ma question est via. واش تواسيلي؟ نحيتك ليكرون، نحيتك. مانيش نشوف فيك. Tu me bipes برك. نشوف لا حبيت نشوفو. Chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire 2 cours. Désolé pour le retard, c'est toujours un petit souci technique. Donc c'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui Dr Chaïtia qui va nous parler de l'exploration fonctionnelle du pancréas et c'est ça qui va nous ouvrir la compréhension de ce qui va suivre, de tout ce qui est pathologie pancréatique. Donc Dr Chaïtia, tu as la parole. Merci Layada. Bonjour et bon confinement. Avec plaisir, on va faire ensemble, par cette méthode, l'exploration fonctionnelle du pancréas. Donc, comme le plan commence par l'introduction, rappel anatomique et histologique, on va parler sur la physiologie de la sécrétion pancréatique afin de mieux comprendre l'exploration fonctionnelle et on terminera par une conclusion. Comme vous le savez, le pancréas est un organe qui est resté longtemps mystérieux du fait de sa localisation. C'est un organe qui est rétropéritonéal et à l'époque, c'est-à-dire avant l'avènement de moyens de radiologie, notamment l'IRM, l'icondoscopie et l'exploration endoscopique du grêle, l'exploration du pancréas et l'insuffisance pancréatique étaient difficiles. D'où l'intérêt de l'exploration fonctionnelle, mais avec l'avènement de ces moyens radiologiques et endoscopiques, cette exploration fonctionnelle, elle est de plus en plus moins utilisée, mais elle garde quand même un intérêt. Pourquoi on s'intéresse au pancréas? Comme vous le savez, c'est un organe c'est une glande qui est annexée au tube digestif et qui joue un rôle très important dans la digestion des aliments. Qui dit digestion des aliments, dit absorption. On ne peut pas avoir une absorption des aliments sans qu'il y ait une bonne digestion. Et quand il y a une anomalie de la digestion ou bien une absorption, le résultat clinique est le même, c'est-à-dire qu'on aura une diarrhée profuse avec au long cours une dénutrition. Pour faire la part des choses, donc il faut savoir faire la part des choses entre la digestion et la malabsorption, c'est-à-dire comme mécanisme de cette diarrhée. D'où l'intérêt aussi de connaître l'exploration fonctionnelle du pancréas. Donc, comme je le dis, la sécrétion pancréatique est la plus importante des sécrétions digestives. Le pancréas et le suc pancréatique jouent un rôle très important dans la digestion des aliments du fait de sa richesse enzymatique. Donc, c'est quoi, pourquoi un deuxième intérêt de l'exploration fonctionnelle? On a dit c'est le diagnostic positif de l'insuffisance pancréatique exocrine. Donc, comme on le sait, le pancréas est une glande mixte, endo et exo. Exo, c'est pour la digestion et endo, c'est pour l'équilibre glycémique, essentiellement glycémique. Donc, l'intérêt de l'exploration fonctionnelle, c'est détecter une atteinte pancréatique, c'est-à-dire l'insuffisance qui est à l'origine d'une maldigestion, mais aussi
le deuxième intérêt plus important, c'est diagnostiquer cette insuffisance pancréatique à un stade précoce, c'est-à-dire notamment quand elle est minime à modérée. À un stade avancé de l'insuffisance pancréatique, l'exploration fonctionnelle, elle n'a pas un grand intérêt, c'est-à-dire on aura d'autres signes qui témoignent d'une atteinte pancréatique. Donc, un rappel anatomique et histologique sur le pancréas, c'est un organe, comme je le dis, il est rétropéritonéal, il est moulé sur la colonne vertébrale à la hauteur de la première et la deuxième vertèbre lombaire. Donc, il est en relation, il a des rapports très importants et étroits avec les organes, notamment, on a à droite le duodénum qui forme avec le bloc duodéno-pancréatique. On verra après que la liaison entre le pancréas et le duodénum n'est pas seulement anatomique, mais elle est même fonctionnelle. On verra les relations qui existent entre le duodénum, l'intestin et le pancréas. On a le deuxième rapport anatomique, il est étroitement lié à la rate, il constitue le bloc spléno-pancréatique. En postérieur, comme on voit ici, le pancréas, il est en relation intime avec les gros vaisseaux viscéraux, notamment l'aorte abdominale et le trompe-porte, ce qui explique quand il y a une atteinte pancréatique, il y a la diffusion rapide de l'inflammation et elle devient une maladie générale. Le troisième rapport en avant, on ne voit pas ici, il y a l'estomac normalement et le côlon droit et l'arrière-cavité des épiplans. Donc, vous voyez que le pancréas, il est en rapport, il a des rapports étroits avec les différents organes. Sur le plan, il est constitué, sur le plan anatomique toujours, il est constitué de trois parties. On a la tête, le corps et la queue. Et sur le plan anatomique, une structure importante, c'est le canal de Versung. C'est le seul canal ou le canal principal excrétoire de la glande. Donc, il draine toute la glande, il verse le sucre pancréatique au niveau de D2. Et là, on voit qu'il se rejoint avec le cholédoque constituant l'ampoule de Vater. Il y a un deuxième canal, c'est le canal de Santoriné qui est inconstant et quand il est présent, il est de 90% en liaison avec le canal de Versung. Sur le plan histologique, comme on l'a dit, le pancréas est une glande endo- et exocrine. Il est constitué par c'est une glande tubulo-acineuse. Donc, il est constitué par des acinés et des formations tubulaires. C'est essentiellement le système canalaire. Et l'aciné, il est formé de 50 à 80 cellules pyramidales riches en enzymogènes. On verra ici. Donc, sur cette plaque, on a les acinés. Voilà les acinés. Et on a le système canalaire. Ça, c'est des îlots de Langerhans. Ils constituent le pancréas endocrine. Ça ne fait pas l'objet de notre cours. Donc, voilà, l'aciné, il est constitué par des cellules hôtes. C'est les cellules pyramidales. C'est des cellules qui sécrètent et qui synthétisent des enzymes. Et on a le système canalaire. Une note importante pour le système canalaire du pancréas, c'est un système qui est très développé et qui est très soudé aux acinés. Donc, sa formation ou sa structure commence déjà au niveau de l'aciné. La première cellule du canal, du système canalaire, elle se situe au niveau de l'acénus. C'est un système de protection, c'est-à-dire il est très soudé, il n'y a pas de fuite. C'est un des moyens de défense et de protection du pancréas contre la libération des enzymes. Donc, il est constitué par des canaux Donc, on a les canaux intercalaires, les canaux interlobulaires et puis les canaux. Donc, on a les canaux intercalaires, on a les canaux droits interlobulaires et on a les canaux intralobulaires puis interlobulaires. Et l'agencement ou le regroupement des canaux interlobulaires va constituer le canal principal qui est le canal de Versung. Il faut savoir que le système canalaire du pancréas, ce n'est pas seulement un moyen de transport du sucre pancréatique comme on va voir après, mais il joue un rôle dans l'élaboration du sucre pancréatique.
Donc, maintenant, on va parler sur la physiologie et la sécrétion pancréatique exocrine. Comme vous savez, le sucre pancréatique, c'est une sécrétion qui est claire, incolore. Il est toujours alcalin, pH à 7, 8 jusqu'à 9 et isotonique au plasma. Il est constitué de deux composants. On a les composants anorganiques et les composants organiques. Les composants anorganiques, c'est essentiellement l'eau et les électrolytes. Et l'électrolyte majoritaire dans le sucre pancréatique étant le bicarbonate. Il faut savoir que cette partie des composants anorganiques, elle est élaborée et sécrétée par les cellules cubiques canalaires. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que le système canalaire pancréatique, ce n'est pas seulement un moyen de transport, mais il participe dans la sécrétion, l'élaboration du sucre pancréatique et même la régulation de cette sécrétion. Le volume journalier est en moyenne de 2,5 litres, fluctuant en fonction du rythme alimentaire, c'est-à-dire est-ce qu'on est à jeun ou bien au moment de prise des repas. Il est obtenu après stimulation par la sécrétine. On verra ça en détail quand on parlera de la régulation, c'est-à-dire que les cellules cubiques canalaires du pancréatique sont essentiellement contrôlées et stimulées par une hormone qui est appelée sécrétine et qu'on verra après en détail. Le deuxième type des composants du sucre pancréatique, c'est des composants organiques. Organiques, ils sont essentiellement constitués par des protéines qui sont dans 90% des enzymes. Et différents types d'enzymes, comme on le sait, le type d'enzyme varie selon le type des aliments. Les trois grandes classes d'aliments, on a les protéines, les lipides et on a les glucides. Donc, pour chaque catégorie d'aliments, il y a un groupe d'enzymes qui vont entraîner l'hydrolyse et la dégradation de ces différents types d'aliments. On a les enzymes protéolytiques qui sont en très grand nombre et qui jouent un rôle très important dans la digestion. On a deux types d'enzymes protéolytiques. On a celles qui scindent la chaîne peptidique ou la protéine à l'intérieur de la chaîne, c'est-à-dire c'est les qu'on appelle endopeptidases. Ils sont essentiellement la trypsine, la chymotrypsine, l'élastase et la collagénase. Deuxième groupe des peptidases, c'est les exopeptidases, c'est-à-dire qui scindent la protéine à partir des extrémités de la chaîne protéique, soit extrémité N ou bien C-terminale. On a deux types, on a les aminopeptidases et on a les carboxypeptidases A et B. La deuxième catégorie des enzymes pancréatiques, c'est les enzymes qui hydrolysent les lipides. C'est les enzymes lipolytiques. On a la lipase, colipase, carboxylester hydrolase et la phospholipase A2. La troisième catégorie, c'est les enzymes glycolytiques. Là, on n'a pas une grande variété des enzymes glycolytiques. Il faut savoir qu'il y a une seule enzyme glycolytique au niveau du pancréas, c'est alpha-amylase qui est la seule enzyme glycolytique et elle complète l'action de l'amylase salivaire. D'accord? Donc, l'amylase, elle intervient dans la digestion et la dégradation des glucides complexes comme l'amidon et le glycogène. Elle va les hydrolyser en dextri et les saccharides, les disaccharides. Et la digestion, comme vous savez, des glucides, elle va être achevée, c'est-à-dire pour avoir les glucides simples, les glucose et fructose et tout, c'est au niveau par des enzymes glycolytiques qui se trouvent au niveau de la bordure en brosse intestinale. Donc, ce sont les différents composants organiques les plus importants du sucre pancréatique. Il faut savoir que les enzymes pancréatiques sont sécrétées sous forme inactive. Pourquoi? On les appelle zymogènes. Pourquoi? Parce que s'ils sont sécrétés sous forme active, il y aura une dégradation précoce du tissu pancréatique et c'est parmi les mécanismes qui sont évoqués dans le déclenchement d'une pancréatite aiguë. Donc, afin d'éviter tous les problèmes d'une activation précoce des enzymes pancréatiques et l'apparition d'une pancréatite aiguë, il y a le premier moyen de protection, je vous ai dit que le système canalaire, il est très soudé aux acinés. Il débute déjà au niveau de la sinus par les cellules centrolobulaires. Le deuxième moyen de protection, c'est la libération sous forme inactive ou de zymogènes. Donc, comment vont exercer leur action puisqu'ils sont sécrétés sous forme
inactives. Donc, ils vont, en arrivant au niveau de D2, où ils sont sécrétés, où ils sont déversés plutôt, et là où il se trouve le pH alcalin, donc le pH alcalin, par le biais de la sécrétion pancréatique, on a dit que l'ion majoritaire au niveau de sécrétion de sucre pancréatique étant le bicarbonate qui donne un pH alcalin, et le deuxième moyen d'alcalinisation du milieu duodénal étant la sécrétion biliaire. Donc, au niveau de D2, il y a un pH alcalin, il y a une entérokinase, une enzyme qui est l'entérokinase duodénale. Cette entérokinase duodénale, elle va exercer une action sur la trypsinogène. Donc, il faut savoir que ce n'est pas les enzymes qui sont toutes activées par l'entérokinase duodénale. L'entérokinase duodénale, elle va activer la trypsinogène en trypsine, et cette trypsine, elle va activer les autres hémogènes. C'est ce qu'on appelle une activation en cascade. Chaque enzyme va activer une autre enzyme. Mais la première enzyme qui est activée, c'est la trypsinogène par l'entérokinase duodénale et en présence d'un pH alcalin. Ces deux éléments sont très importants pour l'activation des enzymes pancréatiques. Les autres composants organiques, en plus des protéines qui sont essentiellement des enzymes, dans le sucre pancréatique, on trouve d'autres composants organiques, essentiellement les enzymes nucléolytiques, c'est-à-dire qui scindent l'ARN et l'ADN, et les protéines non enzymatiques, l'albumine, les immunoglobulines, la transférine, lactoferrine et alpha-2 macroglobulines. Maintenant, on passe à la régulation de la sécrétion pancréatique exocrine. On a dit que le pancréas, on va voir que c'est un organe, c'est une glande qui sécrète en permanence. On a constaté qu'en dehors, même hors des repas, il y a une sécrétion pancréatique appelée sécrétion pancréatique basale. Elle est faible, elle est cyclique et constante. Elle est constante chaque 60 à 120 minutes, c'est-à-dire chaque 1 heure à 2 heures. Elle suit le cycle du complexe moteur migrateur intestinal. Comme vous le savez, c'est quoi le complexe moteur migrateur intestinal? C'est l'activité basale motrice intestinale, c'est-à-dire en dehors des repas, l'intestin, il garde toujours une activité motrice qui est minimale et qui sert plutôt à la clairance intestinale. Donc, à chaque complexe moteur, il y a une petite sécrétion pancréatique qu'on appelle sécrétion pancréatique basale. Lors des repas, il y a plusieurs mécanismes qui sont nerveux et hormonaux vont intervenir dans la régulation de la sécrétion pancréatique. Ces mécanismes sont déclenchés par, ils peuvent être par la vue, l'odeur, l'ingestion, la mastication. On verra après à chaque phase. Donc, la régulation hormonale, elle représente les deux hormones principales qui interviennent dans la stimulation de la sécrétion hormonale, sécrétion pancréatique exocrine, étant la CCKPZ, c'est la cholécystokinine pancréosémine. C'est une hormone intestinale dont la libération est essentiellement stimulée par les acides aminés aromatiques et les acides gras contenus dans le repas. Il faut savoir, il faut toujours revenir à la structure du pancréas. On a dit que l'unité fonctionnelle du pancréas étant l'acénus. L'acénus constitué par des cellules hautes pyramidales, et on a le deuxième système, l'unité, c'est-à-dire qui fait partie de l'unité fonctionnelle, on a le système canalaire qui est constitué par des cellules cubiques. Les cellules pyramidales de l'acénus, elles sont responsables de la sécrétion des enzymes, c'est-à-dire des enzymes. C'est-à-dire que les enzymes protéolytiques, ils sont essentiellement, ces cellules acineuses, elles sont essentiellement stimulées, c'est-à-dire qu'elle a des récepteurs au niveau de ces membranes pour l'hormone CCK-PZ, qui est elle-même sécrétée par l'intestin. Donc, elle est d'origine intestinale. C'est pour ça que je vous ai dit, le rapport entre le pancréas et l'intestin n'est pas seulement anatomique, même fonctionnel. Donc, vous voyez que le pancréas, il est essentiellement stimulé par des hormones qui proviennent et qui sont synthétisées au niveau des cellules intestinales. D'accord? Donc, on a la CCKPZ, elle stimule essentiellement la sécrétion pancréatique enzymatique, c'est-à-dire qu'elle va agir essentiellement sur les cellules de l'acénus. On a la deuxième hormone, c'est la sécrétine. Elle est toujours intestinale. C'est une hormone qui est sécrétée sous l'influence de pH acide et elle va stimuler, bien entendu, puisque c'est l'acidité qui va la stimuler, donc elle va
tamponner le milieu intestinal et pour cela, elle va stimuler la sécrétion hydrobicarbonatée. D'accord? Donc, et qui est assurée essentiellement par les cellules cubiques du système canalaire. Donc, la sécrétine, sa cible essentielle, c'est les cellules cubiques canalaires. Et la CCKPZ, sa cible principale, c'est les cellules acineuses pancréatiques. Donc, il faut noter qu'on dit que ces deux hormones agissent essentiellement au niveau de chaque catégorie de cellules, c'est-à-dire système canalaire pour sécrétine pour obtenir un milieu alcalin au niveau du duodénum, CCKPZ au niveau des cellules acineuses, mais il faut savoir qu'il y a toujours des petites interférences, c'est-à-dire qu'il y a quelques récepteurs au niveau des cellules acineuses pour la sécrétine, mais qui n'intervient pas dans la sécrétion. On a la troisième hormone qui est aussi importante, c'est la gastrine. Elle a une action directe sur la sécrétion enzymatique, c'est-à-dire que les cellules acineuses ont des récepteurs pour la gastrine, et la gastrine, quand elle est libérée, elle va stimuler la sécrétion enzymatique. Elle a une action indirecte sur la sécrétion hydrobicarbonatée pancréatique, et cela par le biais de la diminution de le pH intestinal, c'est-à-dire la sécrétion contre la gastrine, elle va stimuler la sécrétion acide, donc elle va entraîner un pH acide au niveau de duodénum lors de la vidange gastrique, et cette acidité qui arrive au niveau du duodénum, elle va stimuler la libération de la sécrétine qui va elle-même, au niveau des cellules canalaires, des cellules cubiques canalaires pancréatiques, elle va stimuler la libération hydrobicarbonatée afin d'alcaliniser le pH intestinal pour qu'il y ait une activation des enzymes. Les autres hormones qui jouent un rôle mais qui est plus accessoire, on a le pancréatico-polypeptide, on a la somatostatine qui inhibe la sécrétion d'amylase et bicarbonatée, c'est-à-dire enzymatique et bicarbonatée, et on a le glucagon. Maintenant, on va parler sur la régulation nerveuse. Elle est essentiellement parasympathique, c'est-à-dire la régulation nerveuse de la sécrétion pancréatique, elle est sous la dépendance essentiellement du nerf 10, et cela par des réflexes vago-vago, soit par action directe, c'est-à-dire stimule la sécrétion protéohydrobicarbonatée, ça veut dire que les cellules acineuses et les cellules cubiques du système canalaire ont des récepteurs cholinergiques pour le nerf 10, donc il peut exercer une action directement. Soit une action indirectement, il stimule la libération des hormones de la sécrétine et CCKPZ, c'est-à-dire que les cellules intestinales qui sécrètent la sécrétine CCKPZ sont énervées par le 10 et ils vont entraîner une libération de stimuler les cellules pour libérer ces deux hormones. La régulation de la sécrétion pancréatique, on a schématisé en trois phases. On a la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. La phase céphalique, elle est rapide, elle est déclenchée par des stimulations sensorielles, à savoir la vue, des repas, l'odeur, le goût, la mastication, qui va donc au niveau cérébral du cerveau, va stimuler le nerf, entraîner la stimulation du nerf vague, donc entraîner la libération de la gastrine. Qui dit la gastrine dit HCS, c'est-à-dire le HCl, et donc l'acidité gastrique lors de la vidange va entraîner la sécrétion de la sécrétine qui va stimuler la sécrétion hydrobicarbonatée. La phase gastrique, c'est-à-dire quand les aliments arrivent au niveau de l'estomac, donc va entraîner la sécrétion de la gastrine et donc la sécrétion hydrobicarbonatée. La distension gastrique, il y a donc l'arrivée des aliments qui va entraîner la libération de la gastrine, donc elle va stimuler plus la sécrétion hydrobicarbonatée. Un deuxième phénomène au niveau de l'estomac, c'est la distension gastrique. Cette distension gastrique va entraîner des réflexes vago-vago et va stimuler la sécrétion enzymatique. La troisième phase, c'est la phase la plus importante et c'est la phase intestinale. Quantitativement est la plus importante. Quand on dit quantitativement la plus importante, c'est la phase c'est-à-dire durant laquelle il y a une stimulation des quantités importantes des enzymes pancréatiques.
Elle est déclenchée par l'arrivée de l'HCl, c'est-à-dire puisqu'il va y avoir une vidange gastrique et le passage des aliments et des nutriments de l'estomac dans le duodénum, et stimulant ainsi la libération de la sécrétine et la CCK-PZ, c'est-à-dire que la sécrétion pancréatique, elle est au maximum lors de la phase intestinale. Maintenant, après avoir expliqué la fonction, comment fonctionne la sécrétion, la régulation de la sécrétion pancréatique, maintenant, on va voir comment on peut explorer ces enzymes pancréatiques et cette fonction pancréatique. Il faut savoir que l'exploration fonctionnelle du pancréas exocrine, elle est complexe. Elle est complexe et fait appel à de nombreux tests de spécificité et sensibilité différentes. On va commencer par les tests directs. Il faut savoir qu'on a deux types de tests. On a les tests directs et on a les tests indirects. Pourquoi la différence? Test direct, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au pancréas et on va tester directement les enzymes, c'est-à-dire qu'on va les recueillir et on va tester leur activité et voir est-ce qu'il y a une activité, est-ce qu'elles sont bien fonctionnelles. Donc, alors que les tests indirects, on va expliquer le détail comment les faire quand on arrive au test direct. Donc, revenons au test direct, mesure la capacité sécrétoire du pancréas en dosant directement, comme je l'ai dit, la sécrétion hydrobicarbonatée et enzymatique à l'état basal et après stimulation, puisqu'il y a deux types d'activités basales et après et lors des repas. Donc, le premier test, c'est le tubage duodénal. Il constitue le gold standard, c'est-à-dire c'est le test incontournable. Et consiste donc, la première, recueil du sucre pancréatique à l'état basal par le tubage duodénal ou bien cathétérisme de Versung, c'est-à-dire qu'on va, on va voir, c'est un test qui est invasif, on hospitalise le malade, on va faire une endoscopie, on va faire le tubage duodénal, on va recueillir le sucre pancréatique quand le patient il est à jeun, ce qu'on appelle à l'état basal, et après, stimulation verra après, soit au niveau duodénal, on peut cathétériser le Versung, et c'est très invasif, et recueillir le sucre pancréatique au niveau de Versung. Donc, à l'état basal et après stimulation. La stimulation, soit elle se fait par voie exogène, c'est-à-dire qu'on va donner les hormones qui stimulent la sécrétion pancréatique, comme on a vu les deux principales, c'est la CCK-PZ et la sécrétine, soit on donne une stimulation endogène, c'est-à-dire on donne un repas qu'on va voir après aux malades, ou bien aux malades. Exogène, donc stimulation de la sécrétion pancréatique par perfusion, donc les sécrétagogues sont donnés par perfusion en IV continue sur 1 heure. Les différents sécrétagogues qu'on utilise, on a le test à la sécrétine naturelle, test à la sécrétine plus CCK-PZ, soit test à la sécrétine plus la céruline. Stimulation endogène, on donne aux patients. Si on n'a pas les sécrétagogues, on ne peut pas faire des tests, une stimulation exogène par ces tests. On peut donner un repas, c'est le repas de l'Inde. C'est un repas liquide de 300 cc avec 6% lipides, 5% protéines et 15% carbohydrates. Puis après le repas, le sucre est alors prélevé de façon discontinue, puis on calcule et on mesure les différents échantillons recueillis sur des périodes différentes. On a le volume, pH, le débit et la concentration des bicarbonates. Et même, on peut tester l'activité enzymatique par un appareil spécial. Les avantages de ce test, on l'a dit, c'est le gold standard. Il a une sensibilité élevée, quand même, 83%, spécificité de 89%. Il permet le diagnostic de l'insuffisance pancréatique modérée, c'est-à-dire à un stade quand même précoce. Et c'est d'où tout l'intérêt de l'exploration fonctionnelle pancréatique. Les limites de ce test, qui n'est pas très utilisé en pratique courante, il est invasif, il est très coûteux, les sécrétagogues coûtent très cher et on a les faux positifs en cas de maladie cœliaque ou bien estomac opéré. Donc, quand il y a une maladie cœliaque, si le test revient positif, c'est-à-dire il y a une baisse de l'activité des enzymes pancréatiques, ce n'est pas lié à l'atteinte pancréatique, mais du fait que maladie cœliaque, il y a une atrophie vélocitaire, c'est-à-dire il y aura diminution de l'enzyme l'entérokinase, donc il n'y a pas une bonne activation des enzymes alors qu'ils sont de volume et d'activité normale si on dort
C'est pour ça qu'il faut éliminer un estomac opéré aussi. Il n'y a pas un pH acide très important. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas une bonne activation des enzymes pancréatiques. Donc, on aura une faible activité des enzymes qui n'est pas liée à une atteinte pancréatique, mais un défaut de stimulation par un pH qui n'est pas très acide ou par une entérokinase qui est en faible quantité. Les tests indirects. Les tests indirects, dans ces tests, on ne va pas directement doser ou prélever les enzymes au niveau du pancréas ou bien au niveau du duodénum. Les tests directs, on va chercher, par exemple, chaque enzyme, elle va agir sur un produit, elle va agir sur un substrat et le résultat, c'est un produit, P. Donc, nous, on va chercher le P. Ce P, il doit être, c'est-à-dire, c'est un P, c'est un produit qui est absorbé, soit éliminé dans les selles, donc on va le chercher dans les selles, soit il est absorbé, il passe dans la circulation, donc on peut le doser au niveau du sang, soit, et qui dit passer dans la circulation, il sera éliminé dans les urines, on peut le doser dans les urines. Donc les tests indirects, on ne va pas chercher l'enzyme en elle-même, mais on va chercher ses produits. Si elle est active, c'est-à-dire son produit, on le retrouvera à des doses, à des concentrations bien déterminées. Si elle n'est pas très active, la quantité du produit, soit le produit il est absent, soit il est en faible, il est en dessous des seuils recommandés. Donc, pour ces différents tests, on a le test les tests qui vont explorer ou bien tester les enzymes protéolytiques et les tests qui vont tester les enzymes lipolytiques. On a le test utilisé pour tester l'activité protéolytique. On a le pancréolorie test, c'est le plus utilisé. Il explore la digestion lipidique. On utilise comme substrat le dilorade de fluorocéine. Donc, le dilorade de fluorocéine, on le donne au milieu de petit déjeuner. Il va subir une action de cholestérol ester hydrolase qui va le scinder en acide laurique et fluorocéine. La fluorocéine, elle va passer dans le sang et éliminée dans les urines où on va la collecter sur 10 heures après le petit déjeuner. Donc, s'il y a une quantité suffisante, c'est-à-dire selon les seuils, si on la retrouve, c'est-à-dire que l'enzyme elle est active et que l'activité protéolytique pancréatique est intacte. Il n'y a pas une atteinte au niveau des enzymes protéolytiques pancréatiques. Donc, sa sensibilité, elle est de 65 à 72. Vous voyez, entre les indirects et directs, les indirects sont moins sensibles, mais non invasifs. C'est ça leur grand avantage. Et en cas d'insuffisance modérée, mais plus l'insuffisance pancréatique est avancée, plus la sensibilité de ces tests est élevée. Le deuxième test indirect qui explore ou qui teste l'activité protéolytique, c'est le NBT-BABA test. Donc, comme les autres, c'est le même principe. On donne le substrat, qui est le NBT-BABA. Il sera scindé par deux types par une enzyme endopeptidase qui est la chymotrypsine A. Elle va le scinder en NBT et le BABA, qui sera absorbé, éliminé donc, dans les urines. Donc, on peut le doser au niveau du sang ou bien le recueillir au niveau des urines. Si on retrouve ce produit au niveau des urines, au niveau du sang, c'est-à-dire qu'il y a une activité, il n'y a pas une atteinte de cette activité endopeptidase. Les limites, on a les faux négatifs en cas d'atteinte toujours. Tout ce qui passe par l'intestin, il faut que l'intestin soit intègre et sain pour dire que le test est fiable, c'est un vrai négatif ou bien un vrai positif. Deuxième limite, c'est l'absorption influencée par plusieurs aliments et médicaments. Donc, quand on fait ces tests, il faut arrêter certains médicaments, il faut éviter certains aliments qui peuvent interférer avec le substrat donné. Il est moins sensible que le pancréolorie test, mais plus spécifique. Donc, là, quand il y a des tests qui sont plus spécifiques et les autres sont plus sensibles, quand on fait les tests, il faut les faire les deux pour compléter la sensibilité et la spécificité de l'exploration. On passe aux tests fécaux. Donc, on a deux types de tests. C'est la stéatorée qui est de plus en plus non utilisée. Et on a le dosage d'élastase fécale 1 qui est de plus en plus utilisé et de la chymotrypsine. Stéatorée, c'est quoi? C'est la mesure des lipides dans les selles de 3 jours, de 72 heures, après ingestion d'un régime contenant 70 à 100 grammes par jour de lipides. Le résultat, normalement, on a un taux qui est inférieur à 7 grammes par 24 heures. Il est positif quand le taux des lipides dans les selles de 3 jours est supérieur à 7 grammes par 24 heures.
Ces limites n'est positive que si le débit lépasique est inférieur à 100%, c'est-à-dire c'est un stade avancé de l'insuffisance pancréatique. Donc, la sensibilité n'est pas très importante. Elle est peu spécifique, donc on peut avoir une stéatorée par le biais d'atteinte biliaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation des micelles, il n'y a pas une bonne absorption des lipides, donc ils seront éliminés dans les selles et il y aura une stéatorée. Et en cas d'atteinte iléale aussi, pourquoi? Parce que le cycle biliaire, la réabsorption des sels biliaires se fait au niveau de l'iléa. S'il y a une atteinte iléale, le pouls biliaire il sera très peu, c'est-à-dire pauvre, et la digestion lipédique et la formation des micelles, elle ne sera pas très adéquate pour la digestion des lipides, et il y aura élimination dans les selles, et on aura une stéatorée qui n'est pas liée à une atteinte pancréatique, mais liée à une atteinte biliaire ou bien iléale. Donc, il faut s'assurer de l'intégrité du tube digestif et des voies biliaires avant de juger la sensibilité ou la positivité ou la négativité de ce test. Le deuxième test qui est actuellement plus utilisé, c'est le dosage d'élastase fécale 1 ou bien la chymotrypsine. Le plus utilisé actuellement, c'est élastase fécale. Donc, elle est plus sensible que la stéatorée. Ses limites positives dans les formes d'insuffisance pancréatique avancée, faux positifs dans d'autres affections extra-pancréatiques. Mais elle est plus utilisée, elle est plus sensible que la stéatorée. Maintenant, on passe à une autre catégorie de tests respiratoires et qui gardent quand même une place dans l'exploration fonctionnelle, c'est les breath tests, que ce soit pour la digestion, que ce soit pour l'absorption. On a les tests aux lipides radiomarqués, on a les tests à l'hydrogène. C'est quoi le principe des tests respiratoires? Donc, vous savez, quand les aliments ne sont pas digérés, il arrive au niveau du côlon. La digestion, elle peut être faite par des micro-organismes, ce sont les bactéries qui constituent le microbiote colique. Donc, la digestion, elle est essentiellement anaérobique et il va produire des gaz. Les gaz coliques sont en partie réabsorbés, passent par le système vasculaire et ils sont éliminés par la voie respiratoire, c'est-à-dire l'air qu'on expire, une partie provient du côlon. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut tester la digestion lipédique, on donne un substrat lipédique qui sera dégradé en cas de non-dégradation intestinale au niveau du côlon par des bactéries. Et on va marquer un élément, par exemple pour les lipides, c'est le carbone, on va marquer un carbone de ce substrat lipédique qu'on donne. C'est généralement triglycérides ou bien cholestérol marqué au carbone 14. Si le cholestérol ou bien les triglycérides ne sont pas digérés, quand ils arrivent au niveau du côlon, ils vont être digérés par les bactéries et ils vont produire un CO2 qui sera marqué, dont le carbone sera marqué. Donc, on saura que le cholestérol n'a pas été digéré et absorbé au niveau intestinal et qu'a été scindé par la flore bactérienne. Ça, c'est le principe de ces tests respiratoires. Donc, il faut savoir qu'ils sont plus sensibles, les faux positifs en cas de trouble de l'absorption intestinale, oui, et du métabolisme hépatique. Je vous ai dit, il faut toujours s'assurer de l'intégrité des autres organes ou du tube digestif qui intervient ou qui peut interférer dans les résultats de différents tests. Le test à l'hydrogène, c'est très utilisé. Analyse l'hydrolyse, c'est-à-dire des sucres, essentiellement de l'amidon. Analyse donc de H2 dans l'air expiré après ingestion orale d'amidon. On va recueillir l'hydrogène qui est secondairement libéré par la digestion de l'amidon par la flore bactérienne. Excrétion de l'hydrogène est corrélée avec le catabolisme bactérien colique de l'amidon non dégradé par l'enzyme pancréatique ou salivaire. Donc, quand il n'est pas dégradé au niveau intestinal, au niveau colique, il va être, c'est comme l'autre test, dégradé par les bactéries et la salidégradation au niveau colique va libérer de l'hydrogène. L'avantage, il est simple, sensible et de spécificité moyenne. Il est plus utilisé que test aux lipides radiomarqués.
Donc, en conclusion, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul test idéal. Le gold standard, on a dit, c'est le test direct. C'est l'adjonction et l'association des différents tests qui permettra de conclure à une insuffisance pancréatique, notamment à un stade précoce. Les tests directs, je dis, restent le gold standard dans le diagnostic des formes minimes à modérées d'insuffisance pancréatique. Les tests indirects sont surtout utiles pour diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine sévère, et dans ce cas, le PAMBA test et le pancréoloril test sont les plus utilisés, ainsi que le test respiratoire à l'hydrogène. Je vous remercie et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Pourquoi les enzymes sont sécrétées sous forme inactive? Pour on peut répondre en direct. Charité, tu m'entends? Allô? Ah, ils peuvent, mais je peux répondre directement parce que je suis en train d'écrire. D'accord. Donc, question par question. D'accord. Hein? D'accord. Ah, très bien. Merci. Maintenant, je réponds sur la question, toutes les enzymes sont activées par la trypsine. Non, la trypsine étant la première enzyme activée par l'entérokinase en présence d'un pH alcalin, et elle va activer une autre enzyme, et chaque enzyme, il y a une cascade. Je n'ai pas mis le détail de la cascade, mais c'est la première. Mais chaque enzyme, elle va activer une autre enzyme. La trypsine, elle va activer toute la première, mais chaque enzyme va activer, c'est une cascade. Je vais vous envoyer après la cascade de l'activation de la trypsine. Si on peut dire, c'est pas, c'est-à-dire l'enzyme qui va activer les autres enzymes directement. Elle va activer une toute première, et puis chaque enzyme activée, elle va activer une autre, ce qu'on appelle une activation en cascade. Donc, je vais répondre. Pourquoi le glucagon inhibe la sécrétion des bicarbonates? Donc, ça, je n'ai pas une réponse. Le glucagon, on a constaté qu'il y a une action inhibitrice. Le glucagon, comme il intervient, on ne sait pas, on ne connaît pas pourquoi. Mais c'est comme, pourquoi vous n'avez pas demandé après la somatostatine? Elle aussi, c'est l'hormone inhibitrice du tube digestif. Mais je ne sais pas.
On a constaté que le glucagon a une action inhibitrice sur la sécrétion bicarbonatée. En cas d'insuffisance rénale, le prioril test ne sera pas faussé. Si en cas d'insuffisance rénale, ça dépend, bon, il y a la durée, mais on peut faire des dosages au niveau sanguin. Et quand je vous ai dit avant de parler c'est-à-dire la positivité ou bien négativité, c'est-à-dire il faut éliminer bien sûr toutes les autres maladies qui peuvent influencer la sécrétion, les résultats de test. En cas d'insuffisance, elle sera faussée. Donc, il faut soit ajuster, soit faire un dosage sanguin. Quoi encore? Les autres questions? C'est mieux, c'est bon. Est-ce qu'il existe un traitement pour les troubles fonctionnels du pancréas? Oui. Oui, il existe un traitement pour les troubles fonctionnels. Quand on dit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance pancréatique. Insuffisance pancréatique, ça veut dire que les enzymes sécrétées ne sont pas très actives. Et dans ce cas-là, on donne des substituants enzymatiques. Il existe, j'ai oublié le nom du médicament, il y a un médicament qui contient des enzymes pancréatiques. On peut traiter. Il y a un traitement par des comprimés, c'est des comprimés. Encore, on peut doser la lipazimée pour explorer le pancréas. Non, ça c'est… Le dosage, des dosages sanguins, on ne rentre pas dans l'exploration fonctionnelle du pancréas, mais entre dans l'exploration du pancréas, c'est-à-dire la lipazimée, donc elle est en partie, la lipazimée est sécrétée dans le duodénum et elle est absorbée en partie par le sang. C'est ce qu'on est en train de doser au niveau du sang. Mais elle a intérêt dans le diagnostic des pancréatiques et non pas dans l'exploration fonctionnelle, c'est-à-dire c'est la lipazimie qu'on dose au niveau du sang, c'est une partie de la lipase qui est sécrétée par le pancréas et non pas la totalité. Donc, la lipazimie, elle est indiquée dans le diagnostic de la pancréatite et non pas dans l'exploration fonctionnelle. Est-ce que l'insuffisance pancréatique est grave lorsqu'elle est diagnostiquée à un stade tardif? Est-ce qu'après la guérison est irréversible? Quand l'insuffisance pancréatique, bien sûr que l'insuffisance pancréatique, quand elle est à un stade avancé tardif, bien sûr, c'est un patient qui n'a pas digéré, donc qui n'a pas absorbé ses aliments, il a fait des diarrhées pendant longtemps, il est cachectique et toutes les complications de la dénutrition. Il ne faut pas actuellement, de plus en plus, on ne voit pas ces cas catastrophiques d'insuffisance pancréatique parce que, je vous ai dit, il y a l'avènement de l'imagerie qui peut détecter des anomalies morphologiques qui peuvent orienter vers une atteinte pancréatique et la guérison est-elle réversible si on arrive, ça dépend le stade. Quand il est un patient cachectique, il faut donner des substituants, c'est l'alimentation parentérale et normalement, parler de réversible, ça dépend de l'origine de cette insuffisance. S'il fait par exemple une pancréatite chronique avec une fibrose avancée et tout, c'est le traitement substitutif, c'est-à-dire qu'on va corriger les troubles hydroélectrolytiques, nutritionnels par une alimentation parentérale et même entérale. Et si le pancréas reste un peu de tissu viable, ça dépend, ils peuvent récupérer, sinon on donne des substituants par voie orale, mais il faut corriger tous les troubles avant de donner les substituants. Est-ce que les enzymes sont sécrétées au niveau du duodénum seulement encore dans… Non, l'estomac, non. Les enzymes ne sont sécrétées qu'au niveau des deux. D'accord? Il n'y a pas des enzymes pancréatiques au niveau de l'estomac. Où est-ce que je suis? Quelle est l'insuffisance? Je n'ai pas compris la relation entre la gastrine et la sécrétine. Est-ce que… Oh, je me suis arrêtée. J'ai raté quelques questions. On peut doser là, est-ce que l'insuffisance pancréatique, c'est bon? Est-ce que les enzymes, c'est bon? Docteur, pouvez-vous passer les plaques
Dès le début, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris la relation entre la gastrine et la sécrétine pancréatique. La gastrine et la sécrétine et la sécrétion entre la gastrine et la sécrétion pancréatique. La relation entre la gastrine et la sécrétion pancréatique. La gastrine, elle agit de deux manières. Elle a une action directe sur la sécrétion pancréatique, c'est-à-dire qu'elle va stimuler les cellules acineuses. Les grandes cellules pyramidales, elles ont des récepteurs au niveau de leur membrane pour la gastrine, et quand la gastrine elle est libérée, elle va se fixer, elle va stimuler directement les cellules acineuses pour stimuler la sécrétion enzymatique. Et elle a une action indirecte sur la sécrétion hydrobicarbonatée parce qu'elle va entraîner un pH acide, et quand le pH, et quand il y a une vidange gastrique et le contenu gastrique il est acide, passe au niveau du duodénum, il va stimuler la sécrétion de la sécrétine, et cette sécrétine elle va stimuler les cellules pubiques canalaires pour stimuler la sécrétion hydrobicarbonatée. Donc gastrine elle agit de deux manières, action directe sur les cellules acineuses et action indirecte par le biais de la sécrétine sur les cellules pubiques canalaires. Est-ce que l'insuffisance pancréatique sévère conduit à un cancer du pancréas? Non. Le cancer du pancréas, il peut être l'origine d'une insuffisance pancréatique, mais pas l'inverse. Docteur, pouvez-vous expliquer? Ah, j'ai perdu. Pouvez-vous expliquer le premier test respiratoire? Le premier test respiratoire, c'est le test au carbone 14, c'est-à-dire c'est un test qui va détecter la dégradation des lipides par la flore bactérienne, et pour détecter la dégradation bactérienne des lipides au niveau colique va entraîner la libération de CO2. Donc, le CO2 qui est libéré par la dégradation par le biais de ces bactéries va être détecté en le marquant sur le carbone 14, c'est-à-dire qu'on fait une radioactivité sur le carbone 14 de cholestérol ou bien de triglycérides qu'on va donner aux malades, et on va le recueillir et le doser au niveau de l'air expiré. Si ce cholestérol n'a pas été digéré, absorbé au niveau intestinal, il va être dégradé par les bactéries, il va libérer, sa dégradation par les bactéries va libérer du CO2, et ce CO2, il contient le carbone 14 qu'on a radioactivé. Donc, on saura que ce cholestérol, il a été dégradé par des bactéries, et donc il y a un problème au niveau de la digestion. Docteur, est-ce que l'insuffisance pancréatique sévère conduit à un cancer? Ça y est, j'ai répondu. J'ai pas compris la relation, ça y est. Normalement, c'est terminé. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y a d'autres questions. J'ai répondu à plus. D'accord, tu me donneras le feu vert pour... D'accord, d'accord, ça, merci. Donc, la régulation parasympathique, est-ce que le sévère conduit à un cancer? La régulation parasympathique directe et indirecte. Quand on parle de la régulation parasympathique, c'est-à-dire c'est une régulation nerveuse par le biais du nerf vague, le 10. Direct, quand on dit la stimulation ou bien la régulation directe ou indirecte, c'est-à-dire quand on dit direct, la cellule acineuse, elle a des récepteurs, c'est-à-dire qu'il y a des terminaisons nerveuses au niveau de la cellule. Elle est innervée par des fibres nerveuses de 10, et ces fibres nerveuses, au niveau de la terminaison nerveuse et entre la fibre nerveuse et la cellule, il y a des récepteurs pour l'acétylcholine. Donc, quand il y a une stimulation du système nerveux parasympathique, il va agir directement, il stimule directement la cellule, et il va lui donner signal pour sécréter une telle ou telle enzyme. Le deuxième, quand on parle indirect, c'est-à-dire que le système parasympathique, il va stimuler des cellules intestinales, par exemple, et ces cellules intestinales vont libérer une hormone, et cette hormone va stimuler en deuxième temps les cellules acineuses ou bien les cellules canalaires. Donc, c'est une stimulation d'origine nerveuse, mais pas par action directe, c'est-à-dire pas par la fibre nerveuse directe, c'est par le biais d'autres cellules. D'accord ?
Est-ce que l'insuffisance hépatique peut modifier le résultat? Oui. L'atteinte, ce n'est pas l'atteinte hépatique, mais c'est essentiellement, on ne parle pas de l'insuffisance hépatique, c'est la sécrétion biliaire qui influence les résultats et non pas l'insuffisance hépatique. Vous avez vu que l'insuffisance hépatique, ça ne veut pas dire quand il y a une cholestase, quand il y a, quelle que soit son origine, c'est là où quand il y a une anomalie de l'absorption des sels biliaires par une atteinte iléale qui modifie les résultats. Mais l'insuffisance hépatique en elle-même, non. Vous pouvez nous réexpliquer le rôle de la trypsine, s'il vous plaît. Donc, la trypsine, c'est une enzyme protéolytique. Elle est sécrétée par des cellules acineuses sous forme inactive trypsinogène et qui sera activée une fois arrivée au niveau de D2. Et sous l'action de l'entérokinase et dans un pH alcalin, la trypsinogène, elle sera transformée en trypsine. Elle a deux rôles. Le premier rôle, c'est activer les autres enzymes protéolytiques qui sont sécrétées sous forme inactive. Et le deuxième, elle va exercer une action protéolytique sur les substrats protéiques qui se trouvent, c'est-à-dire elle va faire la digestion, elle va assurer la digestion. Mais son premier rôle, c'est activer les autres enzymes pour qu'il y ait une action massive sur le digestat qui se trouve au niveau intestinal des deux. Je n'ai pas compris la relation entre la gastrine, la sécrétine pancréatique et la sécrétion. Ah, je vous ai dit ça et j'ai expliqué ça. C'est bon. C'est bon. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie et bon courage. Charité, tu m'entends? Ça y est, j'ai terminé l'AIDA. Il n'y a plus de questions. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de questions. J'ai eu 25 questions. Je vais vérifier. C'est bon. Parfait. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Arrêtez. AIDA. Donc, au revoir. Merci. Donc, merci, Dr. Charité, pour cet excellent exposé. Et là, on va attendre quelques minutes puisqu'il y a le même problème. Dr. Boutaleb. Allô? Oui, c'est bon. C'est à toi, hein? Tu partages l'autre, c'est à toi. Les étudiants sont en place. Hein? Ah, très bien, ok. D'accord. Tout à l'heure, je suis... Mais,